j'ai eu mes premiers leads entrants 2 mois après la création de contenu. Et mon premier client 3 mois après. Il vaut mieux être très bon sur un canal que d'être très moyen partout. Et en fait, la création de contenu, c'est du temps, c'est de l'énergie. Forcément, ça se dilue quand on multiplie les canaux. Faire décoller plusieurs canaux en même temps, c'est hyper difficile. Quand je travaillais en agence de com, on avait un process de closing qui était beaucoup trop long. Tu passes un temps de fou et des fois, t'as bossé des heures, fait 3-4 rendez-vous avant que le prospect te dise « Ah non, mais j'ai pas du tout le budget pour votre prestation. » Et je vois pas l'intérêt de ça en fait. Tu vois, la nébuleuse un peu de ton prix, tu vas l'annoncer genre à step 3, 4. Tout le monde a perdu du temps en fait. J'ai peur quand j'ai un nouveau client qui soit pas satisfait. J'ai peur quand j'ai un nouveau projet de pas être à la hauteur. J'ai peur tout le temps. Par contre, ça me stimule et ça fait en sorte que je donne le meilleur. Mélissa, bienvenue. Merci Mathieu, trop content d'être avec toi aujourd'hui. C'est moi qui suis ravi de t'accueillir. Merci de venir mettre du soleil sur ce podcast. Oh que c'est beau. C'est magnifique. Je suis ravi de parler aujourd'hui de personal branding, de réputation avec toi parce que pour moi, tu es l'une des seules personnes que je connaisse qui a réussi à construire, à trouver son monopole personnel de manière intentionnelle et de manière assez juste. Pour les auditrices, auditeurs, un monopole personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intersection entre une compétence forte, une identité, une personnalité affirmée et aussi un centre d'intérêt assez poussé. Et c'est un concept qui a été développé par David Perel. Et en fait, ce qu'il dit David Perel, c'est que quand on a trouvé son monopole personnel, quand on va au bout de soi-même, on n'a quasiment plus du tout de concurrence en fait. Et moi, ce que je vois de Mélissa Osmani, c'est qu'en fait, pas grand monde peut te copier. Parce que quand je prends l'analyse du monopole personnel, tu as une compétence très forte, très forte sur la strate de com LinkedIn. Tu as une personnalité solaire, très visuelle. On met du soleil dans la com et c'est original et ça dénote. Et tu as un centre d'intérêt fort, en tout cas moi, ce que j'observe, sur la partie stratégique, c'est pas magique, c'est stratégique, l'organisation, tout ça au service d'une sorte de bien-être aussi, d'équilibre, t'en parles pas mal, je crois même que tu t'es fait coacher. Et voilà, et le mix de tout ça, l'intersection de tout ça, pour moi, ça donne un cocktail vraiment super puissant. Ça fait quelque chose qui est quasiment incopiable, tu vois. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est travaillé de manière stratégique et intentionnelle. Voilà, ça c'était mon analyse, je veux pas du tout que ce soit réducteur, mais c'était pour planter les premières graines. Je pense qu'on va y revenir, mais je vais te laisser te présenter. Merci déjà Mathieu pour l'analyse qui me fait plaisir, que je trouve juste et je suis contente en tout cas que ce soit ce qui transparaisse. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélissa Osmani, consultante en stratégie de communication. J'ai aujourd'hui ma propre agence de com. Avant ça, j'ai fait un bac+5 en strat de com. J'ai travaillé 3 ans comme chef de projet en agence, en tant que salarié. L'idée, c'était de me faire de l'expérience avant de me lancer. Et une fois que je me suis sentie prête, je me suis lancée à mon compte. Et donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis entrepreneuse dans la communication, spécialisée en stratégie. Et j'ai fait de LinkedIn mon terrain de jeu préféré, puisque je me suis lancée sur LinkedIn pour en faire un levier pour mon business. J'avais besoin de me faire connaître, j'avais besoin de trouver des clients. Et en étant spécialisée en stratégie de com, je l'ai fait de façon stratégique. Et ensuite, c'est une offre que j'ai développée, puisqu'aujourd'hui, en plus de la stratégie de com globale, de la stratégie digitale, je vends également de la stratégie LinkedIn. C'est d'ailleurs surtout pour ça que je suis reconnue. Mais ça tombe bien parce qu'on va pas mal en parler aujourd'hui. Moi, ce que je trouve assez épatant, on en a discuté ensemble, c'est que tu t'es lancé il y a 2 ans et je crois que tu m'as dit qu'il y a 2 ans, tu n'avais même pas de LinkedIn. Donc en fait, tout ce que tu as créé, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on se dit, ouais, elle est là depuis 100 ans. Et en fait, non, c'est assez récent, c'est intentionnel, c'est stratégique. J'avais quelques questions sur ton audience, juste pour commencer. Pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être, je voulais savoir juste à quelle taille t'estimes ton audience aujourd'hui, tous canaux confondus, et combien de temps t'as pris à la construire, quoi. Tous canaux confondus, on doit être à 25 000. Ok. Puisque j'ai quasiment 23 000, un peu moins, sur LinkedIn. Et c'est mon canal d'acquisition principal. C'est vraiment sur LinkedIn que j'ai construit mon audience. J'ai une newsletter, j'ai un compte Instagram, mais c'est bien moins mon objectif de construire des audiences sur ces canaux-là. Ouais. Donc, on va dire que 99% de mon audience est sur LinkedIn. Ok, et t'as mis du coup 2 ans. T'as démarré de 0 il y a 2 ans. Ouais, 0. J'avais pas de compte. J'ai créé un compte avec 0 abonnés. Et là, t'es à quasiment 20 000, c'est ça ? 23 000 23 000. presque, ouais. Ok, balèze. Et
Ça, c'est ton audience, mais je me demandais au début, t'as mis combien de temps à créer des clients? J'aime pas dire choper des clients, j'aime créer des clients, tu vois. Parce que dans le contenu et tout, à mon avis, tu crées des relations et du coup, tu crées des clients. C'est joliment dit, j'aime beaucoup, c'est vrai. Et alors moi, j'ai eu mes premiers clients, on va dire que j'ai eu mes premiers prospects, mes premiers leads entrants 2 mois après la création de contenu. Ouais. Création de contenu régulière, je précise, parce qu'il ne s'agissait pas de faire un post de temps en temps tous les 36 du mois. J'ai commencé sur LinkedIn en étant vraiment très régulière. J'ai vu très vite que la fréquence de publication était décisive pour pouvoir avoir des résultats intéressants et en tout cas moi pour pouvoir atteindre les objectifs que je voulais atteindre. Donc j'ai très vite créé du contenu beaucoup, régulièrement et voilà, avec une grosse fréquence. Et donc j'ai eu mes premiers leads entrants 2 mois après et mon premier client 3 mois après. Et on parle de quelle fréquence? Le temps de closer. Le temps de closer, etc. Mais... On parle de 1 post par jour. Donc 5 ou 7 par semaine. Alors je pense que j'ai commencé par 5. J'ai commencé par 5. Et je suis allée jusqu'à 7. Et 7, ça a été la fréquence que j'ai tenue la plus longtemps. Là, je viens de réduire. Là, et de repasser à 5. Mais j'ai été pendant 18 mois à 7. Ok, mais ça c'est super intéressant pour les gens qui se lancent aujourd'hui. Déjà en plus, si on parle de LinkedIn c'est un réseau social qui est en pleine expansion, qui boom d'un point de vue mondial, mais aussi, j'ai plus les stats en France, mais je crois que depuis 2 ans, le nombre d'utilisateurs actifs a doublé, quoi. Il y a plus de 20 millions de personnes en France sur LinkedIn, enfin c'est énorme, il y a quasiment je crois la moitié de la population adulte qui est dessus, quoi. Et donc c'est de plus en plus dur. Et toi, tu as démarré il y a 2 ans. Et ce que tu dis, c'est que quand même, tu as mis 3 mois à signer du coup ton premier client en postant tous les jours. Donc en fait, ça donne une bonne idée pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui. Ça dépend du business, ça dépend de plein de choses. Mais quand même, ça tombe pas tout seul, quoi. Il faut être régulier pendant 3 mois. 3 mois, c'est rapide, mais en postant tous les jours. Super intéressant, parce que souvent, moi, j'ai la question ok, mais j'ai envie de poster 2 fois par semaine, par exemple. Moi, j'accompagne des clients. Et je leur dis, mais en fait, vous êtes prêt à attendre combien de temps avant d'avoir un lead ou un client, tu vois? Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, chaque post LinkedIn, c'est une pierre qu'on met à l'édifice de ce qu'on veut construire. Et c'est une chance qu'on met de notre côté d'atteindre nos objectifs, que ce soit de la visibilité, de la notoriété, du réseau ou de l'acquisition. Donc forcément, chaque post est une chance supplémentaire. Au plus tu réduis ton nombre de chances, au plus c'est long. Ouais. Et puis j'ai remarqué un truc, je pense que c'est pas linéaire. Plus tu postes, plus c'est exponentiel le nombre d'opportunités. Moi, j'ai remarqué à des moments, et ça c'est pas que sur LinkedIn, en publiant du contenu sur n'importe quel réseau social, j'ai l'impression que l'audience grossit et que les opportunités viennent de manière exponentielle. Plus tu augmentes la fréquence, tu doubles la fréquence, ça fait pas x2, c'est x4, quoi. Ouais, carrément. Et il y a ce truc-là aussi. Mais au début, quand t'es de 0, moi je trouve que c'est hyper long de démarrer avec une fréquence un peu légère. Tout dépend après, voilà, des objectifs, si on est prêt à patienter. Moi, je savais que je voulais faire de LinkedIn mon canal d'acquisition. Je voulais trouver mes clients. J'avais pas d'autres canaux d'acquisition. Je faisais pas de prospection. J'avais pas d'autres canaux. C'était LinkedIn. Donc, j'ai pris le parti pris d'y mettre mon temps, mon énergie, voilà, et de me donner dessus, quoi. Et alors, on va revenir sur un focus LinkedIn après, mais aujourd'hui, donc là, ça fait 2 ans. Petite question stratédito globale. Sur quel canaux tu prends la parole actuellement, tu vois, et est-ce qu'il y a eu des échecs et surtout tu les as lancés dans quel ordre du coup? 3 questions en une. Alors j'ai commencé par Instagram, parce que j'avais un compte perso déjà sur Insta et que du coup ça me semblait être un peu plus facile de partir de l'existant, donc j'ai professionnalisé le compte perso et par contre je me suis vite rendu compte que ça allait être difficile d'en faire un canal d'acquisition. Sur Instagram, aujourd'hui, je l'utilise plutôt pour montrer les coulisses de mon business, les coulisses de ma vie d'entrepreneuse. Ça m'aide à fédérer, à créer du lien, notamment avec le format story, qui me permet de créer vachement de liens avec le côté spontané, le côté instantané qu'on a beaucoup moins avec un post LinkedIn. Donc, j'utilise Instagram aujourd'hui plutôt pour ça. Je l'ai lancé en premier. Ensuite, je me suis lancée sur LinkedIn et c'est devenu mon canal d'acquisition principal. Et ensuite, j'ai lancé ma newsletter. Ma newsletter, j'ai dû la lancer 1 an et quelques après LinkedIn. Parce que là, on est en octobre, je l'ai lancée en février. Ma newsletter, aujourd'hui, j'ai à peu près 1300 abonnés. Voilà, je m'en sers comme d'un canal d'acquisition qui est quand même bien moins puissant
que LinkedIn pour moi. Et j'ai en plus un format audio sur WhatsApp. Ouais. Voilà, un groupe qui s'appelle Comme Solaire, dans lequel je donne de la valeur, des tips en communication au format audio. Donc, c'est un peu les mini-épisodes de podcast directement sur ton WhatsApp. Je suis dans ce groupe WhatsApp. Je les reçois tous les matins. Inscrivez-vous au groupe WhatsApp de Mélissa pour recevoir des petits boosts de motivation et de connaissances chaque matin. Mais super intéressant. En fait, ce que tu dis, c'est trop intéressant parce que c'est un peu un cas d'école aussi en communication. Souvent, dans une stratégie de com', il y a quand même 2 enjeux qui correspondent à 2 étapes, tu vois. Pour moi, il y a un premier enjeu, c'est l'enjeu de l'attention. Enfin, il faut savoir que je crois la stat, c'est que plus de 2 tiers des contenus B2B en tout cas sont pas lus en fait sur internet. Donc si tu captes pas l'attention des gens, si c'est pas lu, ça ne sert à rien et ça prend beaucoup de temps à produire. Et donc l'enjeu de l'attention, tu vas chercher un canal de visibilité. Et toi, tu as choisi LinkedIn assez rapidement. C'est un canal à forte visibilité. Hein. L'algo est un peu fait comme un TikTok. Ça peut partir viral alors que tu n'as pas trop d'audience. Sur Insta, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est le premier enjeu. Et ensuite, il y a l'enjeu de la rétention. Et toi, tu as construit du coup ensuite. C'est un peu la deuxième étape. Comment je fais pour retenir les gens? Une fois qu'ils m'ont vu, LinkedIn, l'audience t'appartient pas. Alors que sur une newsletter ou sur un groupe WhatsApp, tu as les numéros ou les mails. Et ça, tu les as développés après et tu es en train de les développer. Et peut-être d'ailleurs que ça sera intéressant de voir dans 3-4 ans si c'est pas ça en fait tes plus gros leviers de vente. Parce qu'en fait, dans la rétention, tu crées de la confiance avec les gens qui te donnent la permission de leur parler tous les jours ou toutes les semaines. Et la vente se joue pas mal. Je suis assez persuadé que ceux qui développent ça, la vente se joue plus là-dedans ensuite, quoi. Mais à voir. Mais en tout cas, ok, on voit bien les 2 étapes. Et intéressant aussi, deuxième truc, et ça c'est important aussi pour auditrices, auditeurs, c'est super important. On a l'impression quand on voit une Mélissa aujourd'hui qu'elle est partout, et aujourd'hui tu es sur quand même plein de canaux, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est que tu les as lancés un par un, et pour pas diluer son effort, c'est trop important de se dire je maîtrise un canal, j'y vais à fond dessus, ensuite je passe au suivant. Et tout ça, en plus, en recyclant un petit peu les contenus. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que je dis vraiment souvent. Il vaut mieux être très bon sur un canal que d'être très moyen partout. Ouais. Et en fait, la création de contenu, c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc forcément, ça se dilue quand on multiplie les canaux. Et je trouve que de faire décoller plusieurs canaux en même temps, c'est hyper difficile. Il y en a qui y arrivent, mais c'est quand même hyper difficile. Et moi, je trouve que c'est plus facile de faire décoller un réseau, un canal en y mettant de l'énergie, en y mettant du temps. Et une fois que c'est une machine qui roule, que ça tourne, de passer à autre chose. Parce que les débuts, c'est de l'énergie, c'est du temps. C'est un peu de la démotivation aussi parfois. Je pense que si on commence à 0 en même temps sur tous les canaux, que ça floppe partout, parce que ça floppe. Parce qu'au début, ça floppe. Ça floppe, hein. Au début, ça floppe. Il n'y a pas de miracle. Ça floppe partout en même temps. Il y a un moment, t'as envie d'arrêter quand même. Oui, il y a un moment, ouais. Alors que quand t'as un réseau qui marche bien, moi je sais, voilà, aujourd'hui par exemple, si je fais une newsletter, admettons j'ai un taux d'ouverture qui est pas hyper satisfaisant, mais que mes stats LinkedIn sont bonnes, tu gardes le cap quand même. Alors que si tu commences toutes 0 en même temps, je trouve que c'est hyper challengeant. Ouais, tu dilues l'effort et c'est super challengeant. Et il y a d'ailleurs, j'avais vu, je l'ai dit ici, enfin j'ai listé les questions. J'avais vu je crois que c'était Stan Leloup qui en parlait, cette problématique de comment trouver son premier canal. Parce qu'au début, on se demande. Bon, déjà, souvent, c'est quand même conseillé de trouver un canal à forte visibilité, mais il avait donné 5 questions, et ça, je les ai gardées. Les 5 questions à se poser pour trouver son canal de contenu, pour celles et ceux qui nous écoutent. Et la question 1 est éliminatoire. La première, c'est est-ce que mes clients sont sur ce canal? C'est super important. Mais il y en a d'autres, en fait. Il y a est-ce que le niveau de concurrence sur ce canal est fort ou pas? Quel volume de trafic je peux capter via ce canal? Ensuite, la quatrième, est-ce que je suis équipé pour percer? Parce qu'il y a une histoire de personnalité et de compétences. Quelqu'un qui va aller sur TikTok, c'est probablement quelqu'un qui adore parler, etc. Et c'est pas pareil qu'un canal écrit comme LinkedIn. Et puis après, la dernière question, c'est combien de temps je suis prêt à attendre avant d'atteindre des résultats? Et on sait très bien que se lancer sur un canal super mature comme Insta ou YouTube aujourd'hui, faut y aller. Il faut attendre longtemps, beaucoup plus longtemps en tout cas que LinkedIn, avant d'avoir des résultats ou des clients, quoi. Je suis carrément d'accord avec ça. C'était le petit cadeau le petit rappel stratégique pour les auditrices auditeurs. On va revenir sur LinkedIn. Petit focus LinkedIn. Si on prend que ça, si on déconstruit ta stratégie LinkedIn, tu vois, en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment elle est découpée aujourd'hui, c'est-à-dire quel est son objectif, tu vois, quelle est ta strat édito derrière, et c'est quoi ton tunnel de vente, tu vois, parce que tu dis que c'est un canal de vente pour toi.
Moi, j'ai 3 objectifs sur LinkedIn. Le premier, c'est la visibilité. Et en fait, c'est comme ça qu'est construit mon tunnel de vente. Le premier, c'est la visibilité. Le deuxième, c'est la communauté, le réseau. Et le troisième, c'est la vente. Et c'est comme ça que je crée mon tunnel de vente. C'est-à-dire que j'ai des posts, des contenus qui servent ma visibilité pour toucher une audience qui n'est pas la mienne. Parce que du coup, l'idée, c'est quand même de l'étendre, cette audience-là. Donc, j'ai des posts qui me permettent d'être visible. Ensuite, j'ai des posts qui me permettent de fédérer, dans l'idée de créer du lien, de construire une communauté, de créer un réseau. Et après, j'ai des posts qui permettent de convertir pour transformer mon audience en client. Ok. Et ton tunnel de vente, c'est-à-dire de LinkedIn à de la vente, il se passe quoi ? Je te demande parce que j'ai déjà parlé à... Bon, je sais pas si vous le dites, mais j'ai déjà eu quelqu'un qui est assez avancé dans le game. Et en échangeant avec lui, il me dit, mais moi, en fait, j'ai même pas de Calendly, je déteste ça, ça se passe que en messagerie, par exemple. Lui, son tunnel de vente, c'est des LinkedIn, de la messagerie et terminé, quoi. Tout pareil. Et il prend même pas de rendez-vous, lui. Tout pareil. Alors, je prends des rendez-vous quand vraiment je sens que c'est nécessaire. C'est-à-dire, évidemment, si j'ai un prospect qui ressent le besoin de me voir en visio pour qu'on discute de vive voix de son besoin, c'est OK, évidemment. Mais j'ai pas un Calendly qui est accessible. Ok, super exemple. Intéressant. Moi, mon Calendly, j'ai un Calendly seulement pour mes séances de consulting, puisque je propose des séances de consulting à l'heure, où je passe 1 heure avec toi pour débloquer ce qui te pose problème dans ta com. Et donc ça, tu peux réserver ta séance sur mon site internet, sur mon Calendly. Mais je n'ai pas de Calendly appel découverte, par exemple. Voilà. Ok, trop intéressant. Et tu as toujours fait comme ça ? J'ai toujours fait comme ça, parce que dans les conseils que j'ai lus, parce que du coup on consomme pas mal de contenu quand on se lance, des conseils business, notamment je pense notamment à Thibault Louis qui l'a dit plusieurs fois. C'était lui dont je parlais tout à l'heure. Le problème de l'appel découverte, c'est que en fait c'est pas filtré. Non. Donc tu te retrouves face à des personnes qui sont pas forcément intéressées ou pour qui c'est pas le moment, qui ont pas le budget. Et en fait c'est énergivore de passer du temps en visio avec des gens que tu connais pas, tu mets de l'énergie pour en fait, si t'as pas filtré avant, je trouve que c'est trop énergivore. Et en fait, quand tu regardes ton taux de closing, si tu te rends compte que il est pas bon et qu'en fait tu reçois beaucoup trop de personnes pour le nombre que tu closes, c'est que ça va pas. Donc ça, très vite, moi je me suis dit, je vais pas le faire comme ça. Je vais faire en sorte d'avoir un tunnel qui fasse que tout se passe en message privé. D'accord, ok. Et du coup, en message privé, par contre, moi je donne tout. C'est-à-dire que quand j'ai un prospect qui me contacte avec un besoin, je lui pose quelques questions pour préciser son besoin et je lui fais la proposition qui me semble correspondre le plus à son besoin. Donc soit une stratégie de com globale, soit une stratégie LinkedIn, soit une formation, soit une séance de consulting. Et je lui explique ma prestation. S'il me dit qu'en effet c'est ce qu'il recherche, alors je lui annonce toutes mes modalités. Le budget, le timing, quand est-ce que je peux commencer, combien de temps l'accompagnement va durer, je lui dis tout. Et ça, tu fais tout en messagerie, genre à l'écrit. Je fais tout à l'écrit et parfois en audio. Ça m'arrive de faire des vocaux pour expliquer un petit peu plus. Quand j'ai notamment les prix, j'aime bien les annoncer de vive voix. L'annonce du prix. Et mais en fait, on gagne du temps tous les deux. Lui aussi. Lui, ça lui sert à quoi s'il n'a pas le budget de prendre un rendez-vous avec moi? C'est pareil, quoi. Donc je trouve que c'est mieux quand c'est très clair. Donc j'ai en gros un process de, je pense, 3-4 messages. On s'envoie 3-4 messages avant de savoir si ça va le faire ou pas. Trop intéressant, parce qu'il y a quand même un truc un peu classique de dans la presta, dans les services, dans les prestations B2B, c'est de la communication, un rendez-vous physique ou online, en tout cas en direct, sales, et puis ensuite et finalement c'est de l'avant-vente, enfin presque, et ensuite de la vente. Et toi tu fais tout en asynchrone avec du vocal. Ça c'est intelligent parce que ça ajoute quand même une certaine proximité. Pour le prix. Enfin, j'allais te demander parce que le moment du prix où tu annonces le prix, le faire juste comme ça dans un message, Mais en fait, je trouvais, tu vois, aussi d'expérience, quand je travaillais en agence de com, on avait un process de closing qui était beaucoup trop long. En fait, tu fais un rendez-vous avec le prospect pour comprendre son besoin. Après, tu vas bosser la propale, tu refais un rendez-vous pour lui présenter la propale. Jusque-là, il connaît toujours pas le budget. Toi, tu connais toujours pas le sien.
Enfin, tu J'avoue. vois, tu passes un temps de fou et des fois, t'as bossé des heures et en fait, t'as fait 3-4 rendez-vous avant que le prospect te dise ah non, mais j'ai pas du tout le budget pour votre prestation. Et je vois pas l'intérêt de ça, en fait. Tu vois, la nébuleuse un peu de ton prix, tu vas l'annoncer genre à step 3, Oui, 4. oui, en fait, Tu vois, tout R3, le monde a perdu du pourquoi temps. Tout le monde a perdu du temps, en fait. Moi, j'ai des offres qui sont calibrées, des prix qui sont fixes. Bah, ok, en fait. Voilà. Après, je suis pas du tout fermée au call. Genre, évidemment, bah voilà, je sens que parfois il y a le besoin de est-ce qu'on peut en discuter de vive voix, et c'est carrément ok. Mais c'est super qualifié. Mais c'est super qualifié parce que la personne elle a vraiment envie, c'est hyper qualifié plus qu'un Calendly accessible. Et ok. Donc ta stratégie, on a parlé de audience, enfin visibilité, développement d'audience, réseau et vente. Et du coup, ok, ce qui est intéressant aussi, c'est que faut pas mettre la charrue avant les bœufs, tu développes ton audience d'abord. L'objectif, c'est quand même de parler à une audience, c'est pas la cible. Parce que le problème il y a aussi, il peut y avoir l'erreur de vouloir à tout prix parler à sa cible, genre dans ses contenus sur LinkedIn, etc. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas parler peut-être aux 1% de gens. Tu veux parler aux 1% de gens à qui tu peux vendre, mais c'est que 1% en fait. Et tu vas. Enfin, il peut y avoir un problème de privation d'audience. Et ce qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'effectivement, dans une stratégie, il va falloir se dire ok, je parle à de l'audience, donc je veux pas leur vendre un truc, je me mets pas un ROI de vente à chaque poste, mais en fait j'élargis, je me rends visible, et en fait à l'intérieur de tout ça il y a potentiellement des gens à qui je vais vendre, mais c'est que 1% et c'est ok quoi. Parce que je trouve parfois, comme il y a un peu ce truc là mais il faut absolument parler à ta cible, parler que de son, et non, en fait il y a un mix entre tout ça. Où je voulais en venir du coup, c'est ton profil LinkedIn. On parle souvent qu'un profil LinkedIn, et on va y venir, j'ai une question après, il doit être un peu taillé comme une page de vente. Vente, entre guillemets, il doit amener à une prochaine étape. Mais toi, du coup, la prochaine étape, c'est pas un rendez-vous, c'est quoi? C'est t'incites tout le monde à aller en messagerie? Alors, pas forcément, j'incite à s'abonner. Ok. Pour consommer mon contenu. Ok. Moi, je pars du principe qu'on ne vend pas juste en visitant un post LinkedIn. Ouais. Ça, à mon avis, c'est de l'utopie. De dire, tu as quelqu'un qui est passé sur ton post LinkedIn et ça a converti. Sauf s'il a un besoin très urgent, très imminent. Ouais. Voilà. Mais c'est quand même pas... Enfin, ça dépend. Il y a peut-être deux... Si tu viens sur LinkedIn pour chercher un prestataire, là oui, potentiellement, tu vas lui envoyer un message parce que tu as vu son profil et que ça t'a convaincu. En revanche, si tu es sur LinkedIn pour consommer du contenu... Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on consomme mon contenu parce que c'est avec mon contenu que je vais apporter de la valeur au quotidien et qui va finir par convaincre, montrer ma crédibilité, ma légitimité, ma valeur, mon expertise, convaincre et donc amener à la vente. Ouais. Donc l'idée pour moi, c'est qu'on s'abonne pour qu'on consomme d'autres contenus et qu'on consomme pas juste mon profil. Et les liens, ils sont vers quoi? Vers ton site, vers ta newsletter, tu vois, vers quoi? Tu sais, il y a toujours la question de, ils sont arrivés là. Mais en fait, est-ce que je les renvoie vers d'autres trucs ou est-ce que c'est un funnel qui se resserre? Je change tout le temps. Ok. En fait, en fonction de ma prio du moment. Quand j'ai pas de prio, enfin quand il y a rien d'actuel, on va dire, c'est plutôt mon site avec mes séances de consulting. Okay. Quand j'ai lancé ma newsletter, ça a été ma newsletter. Quand j'ai lancé le canal audio sur WhatsApp, ça a été celui-ci. Et là, en ce moment, c'est mon e-book. Parce que du coup, je viens de sortir mon premier produit digital justement pour optimiser son profil LinkedIn. Et donc là, comme ça vient de sortir que c'est mon actu, bah du coup, mes liens mènent là vers le téléchargement du e-book. Ouais, ok, hyper intéressant. Donc pour auditrices, auditeurs, c'est vrai qu'un profil LinkedIn, une fois que les gens sont arrivés sur le profil, c'est un peu l'objectif de créer du contenu, c'est de ramener des gens sur le profil qui est comme une page de vente. Une fois qu'ils sont là, il y a possibilité de mettre plein d'appels à l'action. Il y a un lien en haut du profil, il y a plusieurs liens qu'on peut mettre dans mon actu, il y a des liens qu'on peut mettre dans la bio, il y a des liens qu'on peut mettre dans les expériences. Et donc toi, en fait, en fonction de ce qui se passe, par exemple en ce moment, ton e-book, il est à tous les étages, j'imagine. Il est le lien en haut, le lien dans mon actu, le lien dans la bio. C'est ça. Et au moins, c'est vraiment dans la sélection de posts. Là, je l'ai mis partout parce que c'est l'actu. Et moi, je dis souvent que dans la com, il n'y a rien qui est figé. Notre com, elle évolue avec nous et notre profil LinkedIn ne doit surtout pas être figé. Oui, c'est une vitrine. C'est une vitrine, il y a des choses qui se passent dans ton business, comme la vitrine d'une boutique. Il n'y a pas toute l'année les mêmes fringues sur le mannequin. C'est clair, il y a des saisons, il y a des actus, il y a des... Exactement. Ouais, ok. Donc là, faut pas le voir. Tu sais, j'ai souvent des clients qui me disent, genre, ils ont l'impression de prendre la décision de leur vie quand ils rédigent leur bio, notamment. Donc la bio, c'est les 2 petites lignes qu'on a en dessous de notre nom qui disent ce qu'on fait. C'est vrai qu'elles sont décisives parce qu'elles apparaissent partout. Il faut dire ce qu'on fait, pour qui on le fait, comment on le fait, et elles permettent de convaincre. Ok.
Mais il n'y a rien qui est figé. La bio, on peut la changer autant qu'on veut. C'est clair. Donc en fait, on fait des tests. Les deux lignes sur lesquelles on passe beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps, et en même temps, elles sont importantes. Mais c'est vrai qu'elles nous prennent la tête. Mais il faut se dire qu'il n'y a rien qui est figé. On teste, et si ça prend pas, eh bien on change. On ne fait pas le choix d'une vie non plus. Et notre com, elle évolue avec nous. C'est important de faire des tests aussi. Mais justement, j'avais une petite question. Tu vois, tu as fait une série de plus de 100 zooms sur... 100 zooms sur 100 profils LinkedIn et tu as fait tellement d'analyses que j'avais... ma question, c'était, en fait, pour toi, c'est quoi un profil qui vend ? C'est quoi un bon profil ? C'est quoi les bons éléments qu'il faut voir ? Et je voulais te demander, si tu es d'accord, d'expliquer qu'est-ce que c'est un bon profil en prenant... je vais te donner mon téléphone... En prenant le mien, au moins, j'ai une petite analyse gratuite, les amis. J'adore. Un zoom sur vos profils en direct live. T'as déjà fait en direct live ou pas le zoom sur les profils ? J'ai jamais fait en direct live. Bon. Quoique, attends, en live LinkedIn, je pense que je l'ai fait. Ah oui. Je crois que je l'ai fait en live LinkedIn. En live podcast. Bon, mais pas, c'est je l'ai vraiment jamais un live. fait. C'est pas vraiment un live, mais on coupera pas de toute manière. On coupera pas. C'est plus pour savoir en fait aussi comment tu t'y prends pour analyser un profil. Alors là, c'est tout petit. C'est vraiment le vrai crash test parce que c'est sur mon téléphone. Pour le coup, je vais pouvoir dire tout de suite si t'as des trucs qui sont mal foutus sur ta bannière. Moi, je sais où tu vas me. J'adore me faire allumer en direct. Je suis sympa. Je vous le dis quand même. Ma bannière, elle est illisible sur mobile, les amis. Ouais, déjà, tu vois, je suis obligée de la zoomer. On va dire que ma marque de fabrique, c'est quand même la bienveillance pour analyser les profils. Donc t'inquiète. Premier truc. Ouais. Trop petit, ce qu'il y a sur ta bannière. Ok. Sur téléphone, je suis obligée de cliquer dessus et de la zoomer. Trop petit. Pour pouvoir te dire vraiment ce qu'il y a. Et trop de choses. Et ouais, je pense trop de choses. Je fais décoller la marque personnelle des CEO en 6 semaines grâce au contenu. Donc ça, c'est top parce que tu dis clairement ce que tu fais, pour qui tu le fais et quelle est ta valeur ajoutée, quel est le bénéfice. Ouais. Donc 6 semaines, c'est l'argument. Donc ça, c'est top. Tu dis donc LinkedIn, short vidéo, podcast, newsletter. Et après, coaching. Tu vois, la ligne coaching plus exécution. Ça, trop petit. Et je pense que c'est pas le moment. C'est trop tôt, à mon avis, pour annoncer exactement qu'est-ce que tu mets dans ta formule et comment ça se... je pense que c'est trop tôt dans le tunnel. J'ai trop de chance, je suis trop ravi, j'ai un coaching en direct, c'est trop bien. Ça, ce sera top dans ton texte info. Ok. Parce que dans ton texte info, on a déjà été convaincu par tout le haut de ton profil. Ouais. Et si on arrive à lire ton texte info, c'est qu'on a envie d'avoir plus d'informations. Et donc là, on est intéressé par qu'est-ce qu'il y a dans tes accompagnements. Ouais, tu vois, dans la bannière, on n'en est pas encore là. Ouais. Ça, c'est comme parfois, je vois des personnes qui mettent leurs coordonnées dans la bannière. Oui, est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un dégaine son numéro de téléphone, dégaine son téléphone pour t'appeler en lisant une bannière ? Ouais, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est vrai. Photo de profil, très bien. Donc la bio, la fameuse. Je construis le personal branding des CEO en 2 heures par semaine. Très cool. Ma newsletter, le carnet de maths et podcast Work Exploration. Ok. Là, t'as mis l'accent sur les contenus, quand même. Ouais. Un peu plus que sur les services. Moi, là, je pense... Ah, trop intéressant. Ok. Que là, il faudrait mettre l'accent plutôt sur si je suis CEO, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Ok. Et tes contenus, en revanche, tu vas pouvoir les mettre en avant dans ta sélection de postes et tu l'as fait. Tu l'as fait, je vois, on a ton Calendly. On a ce que toi tu ne fais pas, mais du coup ça me fait réfléchir. Ce que je ne fais pas. On a le carnet de Mathieu. Ok. Et on a ton podcast. Donc ça c'est très cool. Tu vois, la sélection de postes, elle est top. Là c'est pile le bon endroit pour faire ça. Et la bio, ce qu'il y a, c'est que la bio, on la voit partout. Ouais. Quand tu laisses des commentaires, si tu participes à un live sur LinkedIn, ta bio, elle apparaît partout. Mais il n'y a que le début qui apparaît partout. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est primordial de bien choisir les premiers mots parce que souvent, on lit que le début. Donc ça, c'est important, de ne pas avoir de futilité, tu vois. Et ensuite, de mettre l'accent sur ce qui est vraiment primordial. Ensuite, tu as ton call to action, mes services, me contacter. Ouais. Là, il vaut mieux mettre un call to action qui incite à l'action, donc avec un verbe d'action, et qu'on sache ce qu'on va trouver derrière le lien. Là, par exemple, ce serait, en gros, construis ton personal branding. Ou, tu vois, mais vraiment que ce soit axé sur le bénéfice. Tu vois, par exemple, moi, mon call to action, en général, c'est « mets du soleil dans ta com ». Du coup. C'est génial. Tu vois, voilà. Ok. Quel que soit ton actu. Ton e-book, tu mets e-book, télécharge l'e-book. Non, là, j'ai mis pour un profil LinkedIn qui déchire. Ok, t'as mis vraiment le bénéfice, même pour l'e-book. Ouais. Trop bien. Ok.
Après ça, il y a plein de... Enfin, tu vois, moi, ouais. je te donne mon analyse à moi. Je dis pas que c'est... Il n'y a pas qu'une seule façon. Hein. Mais je trouve que ça incite plus à cliquer que si tu mets mes services. Oui, carrément. Faut que tu nous dises ce que ça va nous apporter. Je suis un peu basico-basique. Tu vois, genre ton personal branding. Appelle-moi. Et après, tu as ton texte info. Il n'y a que 2 manières de trouver des clients, les contacter, faire en sorte qu'ils vous contactent. Ça, c'est cool parce que tu commences par le besoin de ta cible. Et ça, c'est bien. Okay. La bonne structure pour un texte info, c'est de commencer par le besoin ou le problème de ta cible. Parce que pour lui donner envie de lire, il faut qu'elle se reconnaisse, qu'elle se sente concernée et qu'elle comprenne qu'en plus, tu as compris ce dont elle a besoin. Une fois que tu l'as amené à toi avec ça, dire « Ok, j'ai compris ton besoin, j'ai compris ton problème », là, tu lui expliques comment tu vas l'aider à le traiter, donc avec tes services. Et ensuite, tu peux finir par une présentation de toi, par exemple. Un truc un peu plus perso, puis par un call to action. Soit de te contacter par message privé, soit d'aller voir ton site, voilà. Mais je trouve que c'est la formule qui fonctionne le mieux. Et on a souvent tendance à voir le texte info comme un CV. Ça, c'est une erreur. Et à commencer par, après 15 ans, fort de 15 ans d'expérience... en fait, c'est barbant. C'est qu'en fait, ta cible, ça l'intéresse pas. Ce qu'elle veut savoir, c'est ce que tu vas lui apporter à elle. Donc, c'est par ça qu'il faut commencer. Ça t'empêchera pas de te présenter, mais dans un second temps. Après, tu as tout bien tes expériences. Donc, ça, c'est très cool. Les compétences aussi. Et tu as des recommandations qui sont récentes. Mais écoute, Mathieu, on est quand même pas mal du tout. Hein. Merci. Je suis soulagé. Tout va bien. Quelques petits points d'amélioration, mais on est pas mal. On est sur un bon 12 sur 20, les amis. On est sur un bon profil, là. Un 12 sur 20. Allez, je peux aller viser la mention bien bientôt, quoi. Ouais, on a un peu de bannière et un peu bio. Ok. Et donc, merci beaucoup, déjà. Trop pertinent. Tu vois, j'ai même pris des notes alors que c'est enregistré, mais j'ai quand même pris des notes parce que c'est ma manière d'intégrer. Avec plaisir. Trop intéressant. Merci beaucoup pour l'analyse en live. Et du coup, ok, ce que je note, c'est que tu regardes vraiment... T'analyses un profil dans l'ordre de ce que voit quelqu'un, en fait. Et donc, les personnes, elles voient la bannière et ce que tu appelles la bio dès le début. Le petit appel à l'action qui est en haut de profil, qui est important. Et là, tu dis que c'est bien de le tourner bénéfice client. Ça, c'est super, super important, super malin de se mettre client first. Ensuite, tu as la partie ma sélection où tu peux mettre plein d'appels à l'action. Et là, tu vas privilégier les contenus. Et la vie, quoi. En fait, c'est aussi une bio plus longue, la bio longue. C'est ça. Et toi, tu as sauté un peu les expériences, tu es allé direct. Est-ce qu'il y a des recos en bas du profil? Alors oui, parce que je trouve, ça je le fais tout le temps, tu vois d'ailleurs, je trouve que les expériences, elles sont parlantes quand on cherche un salarié. Ok. Je trouve qu'elles sont moins parlantes quand on cherche un prestataire. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai besoin de déléguer une presta, je préfère regarder les retours clients que les jobs passés. C'est dommage qu'on puisse pas les faire remonter. Ah voilà, on est d'accord. Je trouve que c'est une sacrée connerie que les recommandations clients sont à la fin du profil. Et d'ailleurs, ce que je recommande, moi, c'est de les réutiliser dans votre création de contenu. Moi, dès que j'ai une reco, j'en fais un post. Ah ouais, ok. Je la mets dans un visuel, genre un visuel témoignage. Je la mets dans un visuel et je fais un post. Où je raconte l'histoire. Tu vois, par exemple, Mathieu m'a demandé d'analyser son profil en direct. Voilà ce qu'il en a pensé. Et donc, je reprends la reco que tu me mets. Je la mets en visuel avec ton avis. Ok, je te dois une reco. Et je raconte dans le post ton besoin et comment je t'ai aidé. Donc, ça fait un peu moitié témoignage client, moitié cas client. Et tu demandes aux gens s'ils sont d'accord Je demande toujours aux gens s'ils sont d'accord. A priori, alors on va dire que souvent ils le sont parce que quand même leur recommandation, elle apparaît sur LinkedIn. Donc, elle est publique. Je ne prends pas des recos privés, c'est des recos qui sont publics. Mais oui, je pose toujours la question s'ils sont OK pour que j'en fasse un visuel. Ok. Trop cool, trop malin, trop bien. C'est vrai que je fais pas du tout ça sur mes recos et c'est une bonne manière d'amplifier le truc. On n'y pense pas tout le temps, mais je trouve qu'elles sont tellement cachées sur LinkedIn et que c'est quand même trop dommage parce que pour moi, c'est un argument qui est plus important que de savoir quel stage tu as fait il y a 10 ans dans tes expériences. Clairement. Et puis au début, à moins d'avoir une audience de ouf comme toi maintenant, au début, il y a un peu que ton offre, est-ce qu'elle est claire, et puis est-ce qu'il y a un peu de preuve sociale, quoi. Parce que sinon, personne ne te connaît, est-ce que les gens sont contents, quoi. C'est déjà un truc super important. On a parlé du profil, et juste sur les contenus, j'avais une petite question. J'ai remarqué que toi, t'écrivais des posts assez courts. T'avais un peu ton style, tu vois. C'est rarement plus de 15 lignes. J'ai l'impression que t'écris en petit blog de 3 phrases. Enfin, vraiment, t'as un style particulier, assez court, assez punchy, saut de ligne toutes les 3 lignes, quoi. C'est des mini-paragraphes.
Et t'alternes entre des photos où on te voit pas mal, des carousels. Je voulais savoir si tu utilisais un template particulier pour écrire. Non. Un framework, tu vois. Non, pas vraiment. Mais alors, je garde toujours en tête que la tendance, elle est au snack content. Ouais. Ça, à mon avis, c'est vraiment important. Sur les réseaux, en tout cas. C'est moins le cas sur une newsletter, par Ouais. exemple, où on prend plus le temps de lire. Mais sur les réseaux, la tendance, elle est donc au snack content, c'est-à-dire au contenu court, au contenu qu'on consomme facilement. Moi, j'ai tendance à passer mon tour sur des contenus trop longs. Ouais. Donc, je me dis que potentiellement, mon audience, pareil, Ouais, ok. tu vois. Ouais. Et en plus de ça, sur LinkedIn, quand même, on consomme... Enfin, il y a beaucoup de contenus à forte valeur ajoutée. Ouais. Donc, on a envie d'en consommer beaucoup. Bah ouais. Tu sais, il y a plein de posts que tu as Ouais, envie ouais, de lire bah ouais, c'est clair. tous les jours. Du coup, tu peux pas te permettre de passer 10 minutes par post. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'on se tire une balle dans le pied quand on fait des posts trop longs. Et surtout quand on commence. Surtout au Ouais. début de l'aventure de la création de contenu. Votre audience, elle vous connaît pas encore. Elle sait pas encore la valeur que vous allez lui apporter ou pas. Donc, vous lui en demandez beaucoup. Oui, de Si lire. vous lui demandez de lire des longs posts alors qu'elle sait même pas si elle va y trouver de la valeur. Lis ma tartine. Lis ma Ben tartine aussi. ouais. Et puis je me dis, faut se mettre toujours. On est lecteur autant qu'on est créateur. Donc mettez-vous dans la peau, vous, de ce que vous avez envie de lire. Ouais. Voilà, et ça, pour ça, je pense aussi que la structure du post est très importante. Ok. Quand tu dis 3 lignes et aéré, pour moi, ça, c'est la forme du post. Et la forme, elle doit être au service du fond. Ouais. Et c'est aussi celle qui donne envie de lire ou pas. Si tu arrives sur un post qui est rédigé avec des gros blocs de texte, c'est fat. Il y a des longues phrases. Mais en fait, d'office, tu passes ton tour, quoi. Ouais, Si c'est t'arrives clair. en apnée à la fin de ta lecture, c'est pas OK. Moi, je trouve que le post, il faut qu'il puisse être lu en diagonale. Mais je suis d'accord, faut On prendre doit soin du pouvoir cerveau des gens, Ah oui, et de mais carrément. l'attention qui est limitée, quoi. Exactement, l'attention est limitée. Donc en fait, ne vous tirez pas une balle dans le pied avec, tu vois, tout de suite une structure qui est pas bonne. Donc pour moi, c'est important d'aérer, de pas en mettre trop. Il y a aussi des formats qui se prêtent davantage Ok. à la longueur. Par exemple, les carousels. Ok. Moi, dès que j'ai plus de valeur à apporter, dès que j'ai plus de matière, l'avantage du carrousel, c'est que c'est un document PDF qui fait plusieurs pages. Mhm. En moyenne, je fais en moyenne des carousels d'une dizaine de pages. Sur 10 pages, ça donne quand même l'occasion d'apporter beaucoup plus de valeur Ouais. que sur un post. Si je faisais un post qui était équivalent à 10 pages de Ouais, carrousel, là, ce serait beaucoup trop long. c'est clair. Donc il y a aussi, quand vous voyez que vous avez de la valeur à apporter, parce que l'idée, c'est pas toujours d'être dans les raccourcis, et c'est pas, des fois, on a de la valeur à apporter et c'est intéressant, mais choisissez le bon format pour le faire. Ouais, trop intéressant. Ok, carrousel pour aller un peu plus en profondeur. Toi, en tout cas, c'est ta manière de faire ça. Et ok, et pas plus de framework que ça. Moi, je sais que j'utilise, le bon vieux AIDA, hein, la tante AIDA. AIDA pour attention, Dédicace à intérêt, Enzo dédicace à Colucci. Enzo. Attention, intérêt, désir, action. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans ce framework qui est assez intéressant pour écrire des articles, pour faire des vidéos, etc., c'est que dans les posts, il faut avoir le AID, le attention, intérêt, désir dans l'accroche, quoi. Et globalement, c'est souvent un truc de un fait simple avec un chiffre. Le cerveau aime bien les chiffres, j'ai remarqué. C'est vrai. Quelque chose d'un peu opposé, tu vois. Un fait simple dans l'accroche, une petite opposition. Puis en fait, on tease qu'on va avoir la solution, mais on l'a pas. Et ça, j'ai remarqué que ça marche pas mal. Mes posts qui ont le plus buzzé, ils sont systématiquement un peu un fait simple, son contraire. Il y a quand même souvent un peu des chiffres. Et après, on tease un peu que il y a une story derrière où il y a la solution. J'en avais noté un là, j'en avais fait un qui avait buzzé sur un épisode de podcast que j'avais fait avec Toinon, Georges, le CEO de Walaxy. Et j'avais dit, il a 26 ans, plus de 40 personnes dans sa boîte, 8 millions d'euros par an. Donc ok, le gars, il est jeune, un peu le truc contraire. Il a pourtant super bien réussi. C'est rare quelqu'un aussi jeune qui a du monde. Et après, je rajoute encore un truc contraire. C'est l'entrepreneur qui se prend le plus de critiques ici, quoi. C'est un post qui fait 500 000 vues. Mais juste sur Ouais. Et après, je raconte l'histoire, bien sûr. Mais j'ai remarqué que souvent, il y a des chiffres. C'est vrai. Enfin, en tout cas, dans ce qui me concerne, hein, des chiffres et un peu ce truc contraire, cette tension au début, quoi. C'est vrai, alors l'accroche, elle est primordiale, mais moi, je trouve que c'est quand même important de la dédramatiser un peu. Ouais. Enfin, parce qu'on entend souvent que l'accroche, c'est 80% du post et que le reste, c'est 20%. Je trouve que du coup, ça met une sacrée pression dans la rédac de l'accroche Ok. et que, parfois, le reste du post est moyen. Ouais, ok. Il délivre pas sa promesse. Non. Et je pense que des fois, il vaut mieux une accroche qui soit un peu moins prometteuse, mais de la valeur qu'on retrouve sur l'ensemble du post, tu vois, plutôt qu'une accroche qui va trop loin. Je parle pas de la tienne, évidemment, hein, mais tu vois, des fois, Ouais.
tu te dis waouh, l'accroche, elle envoie du lourd. Ouais, Quand tu lis le post, tu te dis ok, tout ça pour ça quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais je Voilà. suis d'accord. Donc là, il y a un peu l'effet déceptif. Et je pense aussi que, alors ça, à mon avis, ça fonctionne beaucoup au début. L'accroche, dans la même idée que dire ne faites pas des posts trop longs alors que votre audience ne vous connaît pas. Là, c'est pareil, votre audience ne vous connaît pas. Donc là, elle a besoin d'être accrochée. Ouais. Donc c'est important d'avoir une accroche qui accroche. Après, en revanche, je trouve qu'on peut se relâcher un peu sur le sujet. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les travailler, les accroches, mais quand notre audience, elle sait qu'elle qu'elle va trouver de la valeur. Moi, il y a des gens que j'adore lire. Je sais que je vais toujours apprendre quelque chose dans leur post. Eh ben, c'est pas en lisant l'accroche que je me dis tu vas parce que c'est eux. J'y vais parce que c'est eux. Et ça, c'est aussi, à mon avis, tout le pouvoir de se créer une audience, c'est qu'après, on peut se permettre, on va dire, certaines choses qu'on peut pas se permettre tant qu'on n'a pas fait un peu nos preuves. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai des gens que je vois passer tous les jours dans mes posts. C'est on va dire, mes lecteurs fidèles. Je les vois passer absolument tous les jours. Et on a créé un rendez-vous ensemble, en fait. Donc ça, c'est le pouvoir de l'audience est ouf. Ok, mais ça, j'aimerais bien en reparler après. Mais j'avais une... du coup, j'avais une question, puisque tu disais que maintenant, tu te permets de relâcher un peu sur certains trucs. Si tu devais recommencer à zéro aujourd'hui, genre zéro audience, mais par contre, tu gardes ton niveau de connaissance, tu vois. Tu t'y prendrais comment, tu vois? C'est un peu la question, quelles étapes? Comment tu t'y prendrais? De la même manière, peut-être, ou changerais des choses? De la même manière. Je te disais tout à l'heure, mon seul regret, c'est de ne pas avoir misé sur un compte LinkedIn plus tôt. Ouais. Parce que j'ai quand même 8 ans d'expérience avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Du coup, j'ai pas capitalisé dessus. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes salarié, lancez-vous sur LinkedIn. Vous savez peut-être pas ce que vous allez en faire aujourd'hui. L'objectif, ce sera pas de vendre, mais n'empêche que se construire une communauté, se construire une audience, ça vous servira toujours. Et moi, ça, c'est mon seul regret, quoi. J'ai fait 5 ans d'études, 3 ans de salariat. Je me dis, mais en fait, j'aurais eu 8 ans d'avance sur un compte LinkedIn que j'ai créé il y a 2 ans à zéro, quoi. C'est trop dommage. Donc, je pense que je changerais ça. Et ensuite, je changerais rien. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué mes principes, ma méthode de stratégie avec laquelle j'accompagne mes clients aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est que pour moi, c'est la méthode qui fonctionne. Sinon, je l'aurais changé, tu vois. Donc, j'aurais gardé... Et donc, justement, comment tu t'organises? Moi, j'ai une question. Enfin, tu vois, c'est pas magique, c'est stratégique, tu vois. C'est ce que tu dis. T'as l'air très organisé, en tout cas, aussi ce que tu renvoies. Parfois, tu fais des débriefs sur Instagram de tes journées, de tes to-do et tout. Mais tu vois, ça fait partie de toi, je trouve. Et je pense que c'est un truc qui fait que on a envie d'aller vers toi parce que on se dit, ok, moi, j'ai pas envie que ce soit au petit bonheur la chance, quoi. J'ai envie d'y arriver. Il y a de la méthode derrière. Toi, comment tu t'organises aujourd'hui? Parce que c'est une vraie question. Être présent sur les réseaux sociaux, ça veut dire de la charge mentale, ça veut dire beaucoup de création de contenu. C'est du on et off permanent. Comment tu fais? Tu vois, t'as un truc? J'ai beaucoup d'organisation. Tu vois, c'est drôle, c'était un peu les hacks que j'ai donnés ce matin dans l'audio de Comme Solaire. Mais en gros, la première chose, donc après avoir fait la stratégie, elle vous permet de poser les fondations de votre communication. C'est-à-dire qu'avec une strate de com, vous savez pourquoi vous communiquez, c'est quoi vos objectifs, pour qui vous communiquez, donc vous savez quelles sont vos cibles, vous savez les sujets que vous allez aborder, de quoi vous allez parler et avec quelle ligne éditoriale. Donc la ligne éditoriale, c'est tous les choix rédactionnels qu'on fait dans notre com et qui participent à l'image qu'on véhicule de nous. Le ton de notre communication, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit, etc. Donc le fait de s'être posé toutes ces questions avant de créer du contenu, ça fluidifie énormément la création de contenu. Du coup, vous savez de quoi vous allez parler, vous savez comment vous allez en parler, vous savez pour qui. Donc déjà, c'est clair. Ça, pour moi, c'est primordial. Sinon, on s'épuise pour avoir finalement très peu de résultats. Donc la première étape avant de créer du contenu, c'est la stratégie. Et ensuite, l'organisation. Moi, pour ça, j'ai un calendrier éditorial. Sur LinkedIn, notamment. J'ai un calendrier édito que je fais sur le mois. Donc, sur le mois, j'ai vraiment un calendrier bête et méchant, une case par jour. Et je place, à chaque fois que je veux faire un post, je place dans le calendrier le sujet du post, l'objectif que je veux atteindre derrière, le format. Est-ce que c'est une vidéo, une photo, un carrousel? Et moi, je me mets une petite note de, en gros, l'état, le statut du post. Est-ce qu'il est à rédiger? Est-ce que le visuel est à créer? Est-ce qu'il est prêt? Et il est dans mes drafts? Voilà.
Donc ça, j'ai mon calendrier édito qui me donne ma visibilité sur le mois. Un mois à l'avance, tu sais. Enfin, quand tu dis je mets le post, t'as l'idée du post, quoi. J'ai l'idée du post, alors après, rien n'est figé. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je cale sur le mois et qui vont être amenées à bouger. Ouais. Mais je sais que globalement, je sais ce dont je vais parler, tu vois. Par exemple, moi, j'ai ma newsletter qui sort le mardi. Donc, je sais que tous les lundis, j'ai un post qui apporte de la valeur sur le sujet de ma newsletter et j'ai la newsletter en call to action. Ouais, ok. Voilà. Après, moi, j'ai souvent des séries de contenu. Par exemple, le zoom sur vos profils que je sortais tous les jeudis. Bah, du coup, tous les jeudis pendant X semaines, j'avais mon zoom sur vos profils. Le vendredi, je suis sur un contenu un peu plus chill. Là, en ce moment, c'est les gifs. Ok. Ça me fait marrer, notamment avec Jonathan Cohen. Donc voilà, j'ai mon contenu un peu plus chill du vendredi. Moi, j'ai un post un peu plus perso le dimanche. Ok. Donc tu vois ça, c'est calé. Ça veut pas dire que j'ai forcément le sujet, mais je sais, voilà, à peu près, j'ai de la visibilité. Et après, ça dépend de mon actu. Par exemple, là, on enregistre le podcast. Ouais. Quand tu vas me dire à quelle date il va sortir, ben, je vais caler dans mon calendrier édito le post de sortie. Bien sûr. Pour mon e-book, j'ai calé plusieurs posts de promo, de teasing, etc. Donc en fait, votre création de contenu, comme elle est au service de votre business, elle doit être calquée sur ce qui se passe dans votre business et sur les objectifs que vous voulez atteindre. Et l'erreur que je vois souvent, moi, c'est une création de contenu qui dépend de l'inspiration. Ouais, mais bien sûr. Genre, selon mon inspi, je fais un post. Mais du coup, c'est jamais au service de ton business, en fait. Ouais, c'est pour ça que tu cales les objectifs. Et c'est pas que de la vente. Du coup, ce que tu disais, c'est soit découvrabilité d'audience, soit vraiment vente, soit c'est même d'ailleurs très peu de la vente. Ouais, ok. 80-20. C'est très peu de la vente. C'est important de le dire. C'est surtout d'apporter de la valeur. Moi, mon focus, et je dis souvent à mes clients, s'il y a une seule source d'inspiration que vous devez garder, c'est les questions que vous posent vos clients, les problématiques qu'ils rencontrent, parce que ça, c'est pépite d'apporter les solutions dans votre création de contenu, parce que vous êtes sûr que ça va aider votre cible. Ouais. Et ok. Donc ça, c'est le calendrier édito. Calendrier édito, ouais. Ok. Et tu programmes tes posts, j'imagine. Et après, je prends de l'avance. Ouais, batching. En fait, tu prends de l'avance. C'est ça, je prends de l'avance. Le batching, c'est-à-dire que quand j'ai un moment de flow, en gros, quand j'ai un moment d'inspi, où j'ai envie de créer, je prends mon calendrier édito et je me dis, ok, la semaine prochaine, je vais parler de tous ces sujets-là, mais j'essaye de rédiger un max de posts. Okay. Et j'essaye de prendre de l'avance. Donc ça, c'est propre à chacun. Moi, en général, je fais ma création de contenu le dimanche et j'essaye de rédiger tous les posts de la semaine. Parfois, j'ai pas assez d'inspi pour rédiger tous les posts de la semaine. Des fois, j'ai rédigé jusqu'au mercredi, par exemple. Et le mercredi, je me refais une session de rédac. Voilà. Et ensuite, je programme. Ok. Voilà. Ensuite... Mais t'es devant LinkedIn quand ça sort. Toujours. Ça, c'est primordial de pas penser que parce qu'on programme, il faut pas venir derrière l'ordi. C'est pas ça l'idée de la programmation. La programmation, c'est pour s'enlever de la charge mentale. Mais publier. Et voilà. Parce que du coup, ton post, il sort. Tu sais qu'il va sortir. Il va être publié tout seul. T'as pas besoin de le relire. De le relire, parce que ça, je me rendais compte de ça, que juste avant qu'il sorte, en fait, je faisais toujours une dernière relecture et t'as toujours un truc à peaufiner. Là, il sort et toi, tu te connectes et tu l'animes. Tu réponds aux commentaires, tu vas consommer les posts des autres créateurs de contenu et laisser des commentaires. Voilà. Ça, c'est primordial d'être présent et de pas penser que parce que t'as programmé, tu viens pas. Ouais. Et... Non mais trop important. Il y a une charge mentale de ouf. En fait, on parle de création de contenu, mais il y a une charge mentale énorme sur la distribution. Le fait d'appuyer sur publier, d'être là, de liker. Enfin, c'est un aspirateur à temps, un peu, c'est des réseaux sociaux. Et trop cool. J'ai quand même promis, Mélissa, de te libérer à l'heure pour ton train. Donc, j'avais trop envie d'aller plus loin sur certaines questions d'orga et tout. Mais je vais passer à des questions plutôt à répondre du tac au tac. Okay. Des questions un peu en vrac sur la fin. Est-ce que tu te sers de ChatGPT ? Non. Ok. C'est quoi le truc le plus dur à faire pour toi dans tout ce qu'on vient de dire, tu vois ? Je pense que c'est la régularité. Ok. La discipline et tenir sur la durée, parce qu'il y a plein de moments où tu as envie de lâcher. Et en fait, les seules personnes qui réussissent sur les réseaux, c'est juste celles qui n'ont pas arrêté. Ok, merci. Le truc qui t'énerve dans la com, sur LinkedIn ? Les fakes. Je pense, il y a tellement de personnes qui sont dans la construction justement d'un personal branding qui est pas vraiment réel qui montrent pas vraiment la vraie vie, la vraie image. Après, voilà, forcément sur les réseaux, on a envie de montrer plutôt le côté brillant que le reste. Et en même temps, je pense que l'authenticité, c'est important parce que on a de l'influence aussi. Et du coup, quand tu vois que
le beau, bah souvent, toi, quand t'es entrepreneur, que t'es solopreneur, que t'es freelance, que t'es solo, bah tu te dis que t'es le seul à galérer, quoi. Donc heureusement qu'il y a des personnes qui prennent la parole pour dire que c'est galère. Le gros FOMO, ouais, c'est vraiment un truc. Ok, est-ce que t'as déjà eu un bad buzz? Non, Jamais. Waouh, jamais. Chapeau, en 2 ans. En Merci, mais en publiant même tous les temps, jours- je tous sais les pas jours. si chapeau parce que j'ai pas une ligne édito très clivante. Ok, Il y a des lignes édito qui Ouais. vont générer plus de bad buzz, forcément, parce que qui vont aborder des sujets un peu touchy, ouais, pour l'opinion publique, enfin pour le grand public, tu vois. Par exemple, des créateurs de contenu qui parlent beaucoup d'argent. Bah là, forcément, forcément, ouais. ça va titiller. Il y a des, tu vois, il y a des gens à qui ça va pas plaire. Moi, je suis pas clivante. Hmm. J'ai finalement des sujets, une ligne édito assez lisse, tu vois. Donc, ça se prête moins au bad buzz que certaines personnes, que je trouve d'ailleurs très audacieuses, moi, d'aller chercher ça. Parce que derrière, il faut avoir les épaules quand même. Ouais, c'est chaud. Qu'est-ce qui te fait peur dans ce que tu fais? Est-ce que t'as peur parfois? Ouais, j'ai peur tout le temps. Ah ouais? J'ai peur tout le temps. J'ai peur d'un nouveau format. J'ai peur de... Bah, tu vois, la vidéo, on en parlait tout à l'heure, j'en fais pas trop, mais voilà, je pense qu'il doit y avoir un peu de peur derrière. Je pense que la peur, en fait, je dis souvent qu'elle est ce qu'on en fait. Hmm. Et que tu vois, ça dépend à quel point on en fait un frein ou un Mm. moteur et si on arrive à la dépasser ou pas. En tant qu'entrepreneur, à mon avis, on passe notre temps à se challenger, à sortir Bah, de c'est notre clair. zone de confort, à faire des choses qu'on n'a jamais fait parce que c'est ce qui nous fait avancer. Donc ça fait peur. Est-ce qu'on y va quand même ou pas? Voilà, donc moi j'ai peur. J'ai peur quand j'ai un nouveau client qui soit pas satisfait. J'ai peur quand j'ai un nouveau projet de pas être à la hauteur. J'ai peur quand j'ai un enregistrement de pas délivrer assez de valeur. J'ai peur tout le temps. Mais c'est là, c'est pas prenant au point de devenir une angoisse. Par contre, ça me stimule et ça fait en sorte que je donne le meilleur, que je fasse le max. Donc, je J'aime- pense que c'est important d'avoir peur, en fait. Ouais, j'aime bien l'idée que c'est important et que quand on a peur, on est dans le vrai en fait. Et souvent derrière une peur, il se cache un truc potentiellement magnifique, à condition de le dépasser, de l'affronter. Mais merci pour ta réponse. Allez, dernière petite question en vrac, laquelle je vais poser. Non, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Si, c'est quoi ton avantage compétitif injuste, tu vois? Ton secret, le truc que t'as et que en fait, c'est facile pour toi, c'est un enfer pour les autres, quoi. Bah, je pense la création de contenu, en vrai, Ok. du coup. Enfin, c'est facile pour moi parce que c'est mon métier et je conçois que ce soit beaucoup moins facile quand on n'est pas du métier. Ok. Et d'ailleurs, Ouais. ce que je fais moi, c'est pas ce que je conseille à mes clients. Hmm. Je conseille pas à mes clients de faire 7 posts par semaine. Hmm. Je leur conseille pas d'aller sur tous les formats, de faire du carrousel à l'appel, parce que c'est pas leur métier. Mhm. Moi, je vends de la stratégie de com. Mon expertise, c'est LinkedIn. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est censé faire nos preuves. Bien sûr. Moi, je suis ma vitrine. Ce que je crée sur LinkedIn, ça convainc mes clients, enfin mes prospects, que je peux le faire pour eux. Eux, c'est pas leur métier. Donc, ils n'ont pas besoin d'en faire autant. Mhm. Donc, j'ai vraiment conscience que ce que fait un créateur de contenu spécialisé en stratégie de com, c'est pas facile quand on n'est pas du métier, comme d'ailleurs n'importe quel métier. Carrément. C'est pas facile quand on l'est pas, quoi. Important de le rappeler. Avant-dernière question, partage 2 personnes qui ont construit pour toi une top réputation. Une que tu admires mais que tu ne connais pas forcément. Et une autre que tu connais et à qui tu pourrais faire une petite passe décisive pour venir partager ici. J'adore. Alors, une que j'admire et que je connais pas forcément, je pense à Harold Oui, je Gardas vois. de Com. Ouais. Qui je trouve mène très bien, en tout cas de ce que j'en vois sur les réseaux, mène très bien sa barque et a une bonne réputation et voilà, j'aime beaucoup. Très fort. Ouais, très très fort. Et en plus, lui, voilà, il y a plusieurs salariés qui prennent la parole au nom de la boîte, donc il y a tout un côté employé advocacy et voilà que je trouve très bon. Et pour la passe D, c'est dur. Pour la passe D, c'est dur, mais parce qu'il y a plein de monde qui est très bon et que j'aime beaucoup. Mais je vais dire Juliette Cadeau. C'était facile. Le binôme, bah merci beaucoup. Quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre, Mélissa? Je crois LinkedIn. Messagerie. Ouais, messagerie. Et tu réponds? Je réponds absolument à tout le monde.
Ok. Sauf quand c'est déplacé, évidemment. Ou une prospection automatisée pour te proposer de refaire ton profil Avec LinkedIn. un mauvais prénom, genre si vous m'écrivez. Bonjour Et Mélissa, voilà, vous voulez percer sur LinkedIn? C'est incroyable d'ailleurs ça. Ouais, mais c'est automatisé. Ben oui, bien sûr. Mais bon, le ciblage, c'est quand même pas dégueu. Et donc ouais, LinkedIn, je réponds à tout le monde en message privé. Je vous accueille avec grand plaisir. Merci infiniment. Je dois te libérer pour ton train, mais merci beaucoup pour toute la valeur que tu apportes. Avec plaisir. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir prêté ton micro et de m'avoir écouté aujourd'hui.